Bonjour, je suis le professeur Raphaël Riquieri et je vais aborder la question de l'allongement du QT lors de la prise de psychotropes. Voici le déroulé de mon exposé. J'aborderai la définition de l'intervalle QT, ses risques cliniques lorsque ce temps s'allonge, et notamment la question des psychotropes impliqués dans le risque torsadogène. On verra ensuite la réalité clinique en termes de conduite à tenir en cas de prescription de psychotropes potentiellement torsadogènes, et je passerai en revue quelques publications qui modéreront peut-être un peu ce risque. Alors, qu'est-ce que c'est l'intervalle QT ? Eh bien, c'est une mesure ECG et qui représente le temps qui sépare le début de la dépolarisation du myocarde ventriculaire, c'est le début du complexe QRS, de la fin de la repolarisation qui correspond à la fin de long T. Alors, cette valeur théorique du QT, elle dépend de plusieurs facteurs, du sexe, de l'âge et surtout de la fréquence cardiaque. Et en pratique clinique, c'est la valeur de l'intervalle QT corrigé que nous allons utiliser. Certaines circonstances vont allonger ce QT corrigé et notamment la prescription de psychotropes. Retenez qu'un QT normal se situe autour de 410-420 millisecondes et on parle d'allongement au-delà de 450 millisecondes chez l'homme et 470 chez la femme. Enfin, il existe une valeur critique à retenir, c'est la valeur d'un QT corrigé de 500 millisecondes qui va guider notre conduite thérapeutique. L'allongement du QT corrigé est associé à un certain nombre de risques cardiaques en clinique, un risque accru de torsade de pointe, qui cliniquement se manifeste par des syncopes ou des malaises à répétition qu'il est important de repérer lors de votre interrogatoire, et plus rarement, heureusement, l'allongement du QT expose à un risque de mort subite par fibrillation ventriculaire. Plusieurs situations sont associées à un risque de torsade de pointe. Ces torsades de pointe ont une origine multifactorielle, notamment la présence d'un QT corrigé long congénital, le fait d'être une femme, d'avoir un âge avancé, mais également les antécédents médicaux sont potentiellement des facteurs de risque, comme les troubles hydroélectrolytiques, au premier rang desquels l'hypokaliémie, certains antécédents médicaux, en particulier cardiaques, et la bradycardie, et enfin la prise de traitement, et ils sont nombreux, peut être et augmenter ce risque torsadogène. Ces traitements, ce risque est lié aux médicaments considérés, et en particulier cet effet est souvent dose dépendant, et son mode d'administration, en particulier en intraveineux rapide, expose plus particulièrement à ce risque torsadogène, mais également ce risque est lié à son association éventuelle avec du médicament psychotrope avec d'autres médicaments favorisants, et puis également au contexte clinique. Il y a de nombreuses classifications des médicaments torsadogènes qui ne sont pas toujours concordantes. Mais si on s'intéresse au thésaurus français des interactions médicamenteuses, eh bien, il propose une liste de DCI, de traitements torsadogènes, qui est mise à jour de façon annuelle. Ce thésaurus souligne que l'utilisation d'un médicament torsadogène avec un autre médicament torsadogène est contre-indiquée en règle générale, sauf pour certains médicaments du fait de leur caractère incontournable, et en l'occurrence parmi eux la méthadone et les neuroleptiques. Elle souligne en revanche qu'il est formellement contre-indiqué de prescrire avec le citalopram et l'escitalopram, donc deux antidépresseurs, ainsi qu'un anxiolytique, l'hydroxyzine,
un autre médicament potentiellement torsadogène. La liste des médicaments est en bas de l'ensemble des médicaments torsadogènes est en bas de cette diapositive. Alors, le problème est qu'il n'y a pas de corrélation exacte entre allongement du QT corrigé et le risque de torsade de pointe, voire de mort subite. Et une autre classification qui est issue d'un site institutionnel libre et gratuit qui est développé par une université américaine de l'Arizona propose une liste de médicaments à risque d'allongement de l'intervalle QT et ou d'augmentation du risque de torsade de pointe. Ce site est également régulièrement mis à jour et accessible par le biais d'une application qu'on peut mettre sur vos smartphones. Alors, dans cette application, les molécules sont classées en 4 groupes. Le premier, à plus haut risque et risque connu de torsade de pointe, dans lequel les médicaments sont connus pour allonger le QT et clairement associés à un risque d'augmentation de survenue de torsade de pointe lors d'utilisation à des posologies habituelles. Deuxième groupe est un groupe à risque possible de torsade de pointe. Ces médicaments peuvent allonger le QT corrigé, mais il n'existe aucune preuve d'un risque accru de torsade de pointe si le médicament est utilisé à posologie usuelle. Troisième groupe est un risque conditionnel de torsade de pointe, dans lequel les médicaments sont associés à un risque de torsade de pointe si et seulement si ils sont utilisés, par exemple, à des posologies plus importantes qu'habituellement ou en association avec d'autres médicaments augmentant également le risque de torsade de pointe. Enfin, quatrième groupe à éviter en cas de QT long congénital. Si l'on regarde en détail ces groupes, pour le premier, à savoir le groupe le plus à risque de torsade de pointe, nous retrouvons des neuroleptiques de première génération, les 2 antidépresseurs ISRS précédemment cités, ainsi que la méthadone. Deuxième groupe à risque possible de torsade de pointe, en tout cas augmentant le QT, nous avons des neuroleptiques de première et de seconde génération, des antidépresseurs tricycliques et autres, le lithium et la tamoxétine, qui est un traitement que l'on est amené à prescrire dans le TDAH en ATU nominative en France. Troisième groupe à risque conditionnel, c'est-à-dire si nous avons un terrain préexistant d'hypokaliémie ou une infection VIH ou une coprescription avec d'autres médicaments torsadogènes, eh bien nous retrouvons les neuroleptiques de seconde génération, l'hydroxyzine et d'autres antidépresseurs de différentes classes. Alors, première remarque, il y a des absents et fort heureusement, je les ai repris. Pour ce qui est des psychotropes, en tout cas, nous avons les benzodiazépines, un antipsychotique, la loxapine, différents antidépresseurs et les anticonvulsivants, ainsi que d'autres psychotropes régulièrement utilisés. Alors, que faire en cas de prescription de psychotropes? Eh bien, si l'on suit cette société savante en cardiologie, elle fait les choses de façon très protocolisée, à savoir le dernier groupe dont je viens de parler, de médicaments non pourvoyeurs d'augmentation du QT. Eh bien, dans ce cas-là, pas de souci au préalable avant la prescription et pas besoin d'examen ni d'interrogatoire particulier. En revanche, si l'on est amené à prescrire un traitement psychotrope potentiellement augmentant le QT, voire pourvoyeur d'arythmie ventriculaire, eh bien, il faut au préalable réaliser un interrogatoire
complet au niveau cardiologique, que ce soit en termes d'antécédents cardiaques, incluant la connaissance d'un QT long congénital, rechercher une histoire familiale d'arythmie ventriculaire ou de mort subite, mais également rechercher des symptômes préexistants et notamment des syncopes inexpliquées chez votre patient. Et au préalable, réaliser un ECG afin de mesurer, avoir une idée de votre QT corrigé, pré-thérapeutique, ainsi que réaliser un ionogramme à la recherche d'une hypokaliémie préexistante. Si tous les feux sont au vert à ce niveau-là, eh bien pas de souci, on pourra démarrer la prescription de psychotropes en sachant qu'à chaque augmentation de plus de 50% de la dose initiale, cet interrogatoire et la recherche en l'occurrence de malaise inexpliqué devra être fait, ainsi que pratiquer un électrocardiogramme. Si l'on revient à la prescription initiale, avant votre prescription initiale, si vous mettez en évidence certains facteurs de risque cardiaque, eh bien un avis auprès de nos confrères cardiologues sera nécessaire au préalable. Si après votre mise en route de votre traitement psychotrope, vous constatez un événement cardiaque indésirable à type de perte de connaissance ou un allongement du QT supérieur à 60 millisecondes ou un QT qui dépasse les 500 millisecondes, eh bien à ce moment-là, il est nécessaire d'arrêter ou de diminuer votre traitement et de vous en référer à également un avis cardiologique. En revanche, s'il n'y a pas de souci, eh bien, on continue la surveillance et l'interrogatoire à chaque augmentation de posologie de plus de 50%. Maintenant, j'ai fait un peu un rapide tour de la littérature sur les conséquences de certains psychotropes sur l'allongement du QT ou leurs conséquences en termes cliniques. Tout d'abord, cette méta-analyse qui a repris les essais contrôlés randomisés comparant différents neuroleptiques à un placebo ou des molécules entre elles. Elle concerne à peu près plus de 15 000 patients traités par antipsychotiques après plusieurs épisodes, en monothérapie. Eh bien, cette méta-analyse retrouve un allongement significatif du QT corrigé seulement chez la moitié des antipsychotiques évalués. Vous noterez que comparativement au placebo, l'augmentation du QT pour l'aldol n'est pas significative. En revanche, elle est pour d'autres antipsychotiques. C'est ceux qu'on voit dans la deuxième partie du listing sur la gauche et qui ne coupent pas la ligne passant par le 0. Cet allongement reste la plupart du temps modéré du QT et inférieur à 10 millisecondes. Seul le Certandol, qui n'est pas commercialisé en France, a une amélioration importante du QT corrigé. Il n'est pas recommandé de prescrire plusieurs antipsychotiques ou neuroleptiques ensemble, et pourtant la réalité clinique veut que ce soit souvent le cas. Et cette étude a comparé les prescriptions en monothérapie d'antipsychotiques avec des bithérapies antipsychotiques. Et l'ensemble de ces essais ne montre pas de différence significative en termes d'allongement du QT entre une mono et une bithérapie antipsychotique. Cette étude ESOP est une étude suisse qui s'est intéressée de façon rétrospective à l'analyse de près de 7000 ECG de patients admis en service de psychiatrie. Cette étude mettait en évidence
à peu près un peu plus d'un quart d'anomalies ECG sur l'ensemble des ECG réalisés à l'entrée. Parmi ces anomalies ECG, nous retrouvions des allongements du QT pour une certaine part et des allongements du QT de façon importante, au-delà de 500 millisecondes, chez 1,6% des patients, soit 107 patients de l'échantillon initial. Donc cet allongement très important était en partie dû à des facteurs extérieurs, l'usage de cocaïne, des troubles hydroélectrolytiques initiaux, mais pour plus de la moitié, cet allongement du QT était uniquement lié à la prescription de psychotropes. Sur ces 107 patients, sur ces 62 patients chez lesquels l'allongement était considéré comme particulièrement dangereux, 12 patients, soit 20%, ont présenté des complications cliniques à type de torsade de pointe ou de mort subite dans les 72 heures qui ont suivi la réalisation de cette ECG. Donc, un allongement important du QT n'est pas forcément lié de façon systématique à une complication clinique. Si l'on regarde en détail les dossiers cliniques de ces patients qui ont présenté des complications sévères, et là je vous présente celle pour les torsades de pointe, mais celle des morts subites était tout à fait similaire, on voit que ces patients avaient associé un nombre considérable de facteurs de risque, que ce soit en termes de sexe, pour certains de l'âge, surtout un terrain particulièrement à risque, et également une association de plusieurs traitements psychotropes torsadogènes allant jusqu'à 5. Alors, dans cette étude, les auteurs ont analysé le tracé ECG de 38 000 patients chez lesquels un traitement psychotrope avait été prescrit dans les 15 à 90 jours précédents. Ce que les auteurs confirment, c'est l'effet dose dépendant de la prescription de certains psychotropes sur l'allongement du QT, et c'est le cas pour la méthadone, le citalopram, l'escitalopram et la mitriptyline. En revanche, ce qu'il faut quand même noter, c'est que cet allongement reste relativement modéré, dépasse difficilement 450 millisecondes, donc bien en deçà de la zone rouge des 500 millisecondes. C'est ce que souligne cette revue de la littérature plus récente au sujet de différents psychotropes. Elle confirme l'effet d'allongement du QT du citalopram et de l'escitalopram, mais cet effet reste modéré, plus important pour le citalopram que l'escitalopram, et cliniquement peu significatif car peu torsadogène. En revanche, ce que souligne cette revue de la littérature, c'est la voie d'administration IV qui reste, elle, pourvoyeuse d'effets torsadogènes. Dans la même lignée, une étude encore plus récente, rétrospective, réalisée dans une population à risque de sujets âgés et qui a voulu évaluer l'impact de la prescription de nos 2 antidépresseurs montrés du doigt par la NSM dans cette population au sujet de l'allongement du QT. Et les auteurs ne retrouvent pas de corrélation ou d'association entre la prescription de ces 2 antidépresseurs et d'allongement du QT, en tenant compte évidemment des covariables associées dans cette population souvent comorbide avec d'autres prescriptions de traitement. Enfin, 2 dernières études, l'une sur l'hydroxyzine qui a cherché à évaluer l'impact de l'hydroxyzine à partir des déclarations de pharmacovigilance en termes d'allongement du QT et
torsade de pointe. Ce que les auteurs trouvent, c'est que effectivement, on retrouve une augmentation de ce risque qui reste conditionnel, mais que ce risque est extrêmement faible, avec 3,8 cas d'allongement ou de torsade de pointe retrouvés sur 1 million de patients exposés à la molécule. Enfin, dans la même lignée, la méthadone. Il s'agit cette fois-ci d'une étude rétrospective réalisée chez des patients dépendants aux opiacés, divisés dans 2 échantillons, certains traités ou pas par méthadone. Cette étude confirme qu'il existe un allongement significatif du QT corrigé chez les patients traités par méthadone, mais que cet allongement n'est pas associé à un risque de torsade de pointe ou de mort subite plus élevé que l'autre échantillon non traité par méthadone. Ce risque, tout est dans l'ensemble de l'échantillon, restant inférieur au risque de survenue de torsade de pointe en population générale. Voilà, j'ai donc voulu vous modérer un peu les propos et cette crainte qu'on a souvent à prescrire des traitements potentiellement allongeant le QT ou que la moindre augmentation nécessite un arrêt de traitement. Ça n'est pas le cas. Néanmoins, loin de moi l'idée de vouloir négliger le risque de survenue de torsade de pointe. Donc, je vous rappelle la nécessité de prescrire un traitement ECG ainsi qu'un ionogramme sanguin à la recherche d'une hypokaliémie chez des patients chez lesquels vous allez prescrire un traitement psychotrope potentiellement torsadogène. Ce traitement devra être prescrit à chaque fois à la dose minimale efficace. Vous devrez vérifier l'absence d'allongement du QT à chaque augmentation de posologie de plus de 50% de la posologie initiale. Toujours interroger votre patient sur d'éventuelles nouvelles coprescriptions, là encore potentiellement torsadogènes, et bien sûr prévenir également le risque par l'éducation thérapeutique, en lui faisant part des risques de l'automédication ainsi que de la prise de toxiques, en particulier de la cocaïne. Voilà, je vous présente quelques références bibliographiques que j'ai abordées au cours de cet exposé et je vous remercie encore pour votre attention.